Bonjour à tous, aujourd'hui nouveau question-réponse, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, du coup quand j'ai posté la photo sur Facebook, il y a eu plus de 350 commentaires, ça fait beaucoup de questions à répondre, ne m'en voulez pas si je ne les ai pas toutes sélectionnées, j'ai pris celles auxquelles je n'avais jamais répondu, si jamais vous avez le temps, regardez les épisodes précédents, c'est des vidéos un petit peu longues, mais je suis sûr que vous pourrez trouver beaucoup d'informations. On ne parle pas plus et on commence directement avec la première question. La première question nous vient de Pierre qui demande quelle est la meilleure association de groupes musculaires lors d'un split sur 3 séances. Alors Pierre, ça dépendra de tes points forts, de tes points faibles et en règle générale, tu peux faire à peu près tout et n'importe quoi, enfin dans une certaine mesure et garder un programme efficace. Si je travaillerais en split juste sur 3 fois par semaine, je ferais dos pec, épaules, triceps, biceps et la dernière séance, quadriceps, ischio et mollets. C'est ce qui me paraît le plus cohérent, mais après tu peux très bien tester d'autres types de programmes, mais encore faut-il les tester justement sur une assez longue période pour voir si jamais tu es à l'aise avec ça. La deuxième question nous vient de Alan qui demande peut-on faire une prise de masse et de force en même temps? Une prise de masse s'accompagnera toujours d'une prise de force à condition que tu travailles dans une fourchette de répétition assez basse. Si tu travailles toujours en série de 20, il y a peu de chances pour que tu développes la force en même temps. Par contre, si tu travailles dans une fourchette entre 5 et 10 répétitions, non seulement tu vas prendre de la masse, mais tu vas également développer la force dans une certaine mesure. Si tu veux faire les deux en même temps, pas besoin de se spécialiser. Je suis sûr qu'avec un programme d'hypertrophie classique entre guillemets, tu peux non seulement développer la masse, mais en plus développer la force. On poursuit avec Cyril qui demande cycles-tu les hydrates en prise de masse comme en sèche à propos de la périodisation de l'entraînement, comment procèdes-tu? Ça fait deux questions. La première question, est-ce que je cycle les hydrates en sèche? Oui. En prise de masse? Non. C'est-à-dire qu'en prise de masse, je ne fais pas trop attention, je ne calcule rien, je le fais un peu plus au feeling. En sèche, c'est un peu plus encadré et disons que je vais alterner entre des jours bas en glucides, des jours moyens en glucides et des recharges où je ne vais pas compter la quantité de glucides que je consomme et en gros en consommer un maximum. Après, le nombre de jours pour chaque type de répartition, ça va dépendre de ma forme du moment, ça va dépendre de combien de temps je vais avoir avant d'être en condition physique, ça dépend en vrai de plein de facteurs. Donc je les cycle en sèche, en prise de masse, je n'y fais pas attention. Pour la périodisation de l'entraînement, ça mérite une vidéo complète, malheureusement je ne peux pas y répondre dans une réponse de 30 secondes, donc je vais essayer de faire soit un article, soit une vidéo sur la question, parce qu'il y a plein de notions à vous transmettre et je préfère prendre mon temps pour ce genre de contenu. On a ensuite une question de Pierre-Yves qui demande « Salut Nassim, est-ce que c'est possible en sèche si on consomme moins de calories que ce qu'on dépense de prendre malgré tout du muscle ?» Alors si tu es en déficit calorique, il est physiologiquement impossible que tu prennes du muscle. Alors là, vous devez me prendre pour un fou parce que j'arrête pas de répéter qu'il est possible de perdre du gras et de prendre du muscle. Oui, c'est vrai, mais pour prendre du muscle, il faut être en excédent calorique. Pour perdre du gras, il faut être en déficit calorique. Comment est-ce que c'est possible de faire les deux en même temps? En vrai, ce n'est pas possible de faire les deux en même temps. Mais si vous alternez entre des phases de déficit et d'excédent, il est possible que votre corps réagisse en perdant du gras et en prenant du muscle. Ça demande une grosse organisation, ça demande d'être plutôt scrupuleux avec les quantités de macronutriments que vous allez consommer, mais je vous le répète, c'est largement possible. Par contre, pour répondre à ta question, si tu es en déficit, tu ne peux pas prendre du muscle. On poursuit avec une question de Mickaël qui demande « Y a-t-il une tranche horaire ou une séance est la plus rentable? Tu conseilles combien d'heures de sommeil ?» Excellente question Mickaël. Il y a des études qui ont été faites sur le sujet et il semblerait que, point de vue hormonal, ton corps soit le plus réceptif en fin d'après-midi, entre 17 et 18 heures. Mais on a aussi remarqué que ça dépend des habitudes de l'individu. Et si tu as toujours l'habitude de t'entraîner en fin de matinée, c'est-à-dire vers 11 heures, de passer à 17 heures, ton corps sera moins performant. Donc en clair, pas trop besoin de se casser la tête avec ces histoires de rentabilité. Il faut surtout que tu fasses ta séance au moment où tu es le plus à l'aise et au moment où ça t'arrange le plus. Personnellement, je préfère faire mes séances en fin de matinée parce que c'est là où je suis le plus à l'aise. Combien d'heures de sommeil je conseille? Ça dépend de plein de facteurs. La quantité d'activité physique que tu fais, le train de vie que tu mènes. Personnellement, j'essaye de dormir entre 7 et 8 heures par nuit, 7 ou 8 heures continues, et d'avoir une toute petite sieste dans l'après-midi quand je me sens fatigué. Mais après, c'est à toi d'adapter par rapport à comment tu te sens. La prochaine question nous vient de Adam qui demande « Ça fait 2 mois que je n'ai pas mis les pieds dans une salle. Par quoi me conseillerais-tu de reprendre à la salle? Plutôt intensif ou normal? 2 mois, ça fait un arrêt assez long. » Évidemment, je ne te conseille pas de recommencer par quelque chose d'intensif. Je pense que 2 à 3 séances de full body pendant 1 voire 2 semaines, ça peut être une bonne façon de remettre
ton corps dans la routine de l'entraînement. Et bien sûr, il faut essayer de ne pas aller à la rupture à chaque série, essayer d'en garder un petit peu sous le capot entre guillemets pour faire en sorte que tu n'épuises pas tes réserves trop rapidement. Après, si jamais au vu de ta photo de profil, tu as l'air d'être un sportif, donc ton corps ne va pas mettre des années pour reprendre le rythme, je pense qu'une semaine, 10 jours, ça suffit largement et après tu peux reprendre ton programme normal. La prochaine question nous vient de Al qui demande « Salut Nassim, quelle doit être la meilleure répartition hebdomadaire des entraînements pour optimiser ses performances au développé couché, squat et soulevé de terre? Si ton unique but c'est de progresser en termes de force sur le développé, le soulevé de terre et le squat, il faut que tu ne fasses que du soulevé de terre, que du développé couché et que du squat. Et ça à raison de plusieurs fois par semaine. Il ne faut pas avoir peur de s'entraîner 2, 3, voire même 4 fois par semaine uniquement sur ces exercices-là. C'est la meilleure façon pour progresser le plus rapidement possible. Certains vont dire que ça pourrait être intéressant d'ajouter des exercices annexes. Et ils ont absolument raison. Après, ça dépend du temps que tu vas avoir à chaque séance. Et ça dépend de ton énergie justement après avoir fait ces exercices-là. Mais si ton unique but, encore une fois, c'est de progresser sur ces 3 exercices, alors forcément, il faut privilégier uniquement ces 3 exercices. La prochaine question nous vient d'Olivier qui demande « Es-tu coach sportif et si oui, vis-tu de cela ou pas ?» J'aimerais avoir quelques conseils pour en devenir un aussi à mon tour et de pouvoir réussir. Alors Olivier, oui, je suis coach sportif, coach à distance via mon site internet fitness.com et je suis aussi coach dans la salle où je fais mes vidéos et où je m'entraîne, une salle qui se trouve à Lyon. Donc oui, j'en vis, je ne vis que de cela. Si j'ai un conseil à te donner, c'est de ne pas être trop pressé. Quand j'ai commencé le coaching, j'ai commencé tranquillement, sans avoir des tarifs exorbitants. J'ai surtout essayé de me construire un réseau avant de pouvoir me permettre d'augmenter un petit peu les prix et de penser à ne vivre que de cela. Donc, essaye de ne pas être trop pressé. Essaye aussi de savoir de quoi tu parles parce qu'un coach qui ne sait pas de quoi il parle, forcément, ce n'est pas une très très bonne chose, mais malheureusement, j'en vois énormément. Donc, prends ton temps, révise tes cours et je suis sûr que ça se passera bien. La suite nous vient d'Arthur qui demande quels sont les problèmes qui peuvent arriver liés à une alimentation qui contient des aliments à un index glycémique plutôt haut sur le court long terme. Alors Arthur, en fait, c'est simple, hein. Plus tu vas solliciter ton pancréas, le pancréas c'est l'organe qui va sécréter l'insuline, plus il y a de chances qu'il s'épuise et à long terme, forcément, ça peut développer du diabète de type 2. Ça, c'est le pire, enfin, c'est pas le pire qui puisse arriver, mais disons que c'est une conséquence plutôt désagréable d'une consommation d'aliments trop sucrés. À court terme, tu peux tout simplement ruiner, entre guillemets, ta sensibilité à l'insuline et ça peut non seulement avoir des problèmes point de vue santé, mais aussi point de vue développement physique, tu auras plus de mal à prendre du muscle et plus de mal à perdre du gras. Donc si j'ai un conseil à te donner, il faut essayer de surveiller son alimentation point de vue sucre rapide, même si honnêtement, avant de ruiner son pancréas, il faut y aller vraiment sérieusement et consommer des tonnes de coca avant que ça puisse arriver. Tu me demandes de détailler un peu. Je ne vois pas comment je peux détailler plus que ça. Après, si tu as besoin de plus d'infos, je te conseille d'aller chercher et de faire des petites recherches par toi-même par rapport à l'index glycémique. On continue avec une question d'Anis qui demande « Bonjour Nassim, que doit-on faire si on a un retard dans le biceps, surtout le brachial? Est-ce qu'on peut le travailler 2 fois par semaine ?» Tu peux le travailler 2 fois par semaine, tu peux même le travailler 3 fois par semaine. Augmenter la fréquence des entraînements, c'est encore pour moi la meilleure façon de rattraper un point faible. Après, ça ne veut pas dire que ce sera la solution, hein. Peut-être que ton problème est lié à un mauvais choix des exercices, à une mauvaise répartition de l'entraînement, à une mauvaise exécution des exercices et peut-être même à une mauvaise alimentation. Donc, il faut identifier le problème avant ça, mais je pense que ça ne te fera pas de mal d'augmenter un petit peu la fréquence de tes entraînements pour cette partie-là. Pour te donner un petit exemple, moi, mes mollets, c'est mon point faible, et je les entraîne entre 2 et 3 fois par semaine. Donc, tu peux y aller les yeux fermés. On poursuit avec une très bonne question de Johan qui demande « La prise de masse musculaire maigre entraîne-t-elle toujours une perte de graisse? Beaucoup de gens disent que c'est grâce aux muscles que tu pourras sécher plus facilement. » Ces personnes ont raison. Les tissus musculaires sont des tissus vivants et ils demandent à être entretenus. Plus ces tissus vont être gros, plus ils vont demander d'entretien et donc plus ils vont être gourmands en énergie. Ils vont brûler plus de calories et à terme, ça te permettra de perdre du gras plus facilement. Donc c'est vrai, plus tu auras de muscles, plus ton métabolisme de base va augmenter et plus tu auras de facilité à perdre du gras. C'est pour ça que c'est une excellente chose pour les hommes et pour les femmes d'essayer de développer un maximum sa masse musculaire. La prochaine question nous vient de Laetitia qui demande pour les cuisses et l'intérieur des cuisses.
tu préconises quel genre d'exercice? Merci à toi en tout cas, on te suit mon conjoint et moi depuis janvier et tes conseils m'ont aidé et tes vidéos m'ont boosté. Avec plaisir Laetitia. Forcément les exercices que je vais conseiller, c'est les exercices principaux de base qui vont solliciter un maximum de muscles. Et pour l'intérieur des cuisses, je ne conseille pas vraiment des exercices d'isolation, genre la machine adducteur-abducteur. Ça peut être une bonne chose de la rajouter en plus des exercices de base, mais si jamais tu ne fais que ça, forcément, il ne faut pas être surpris de ne pas avoir les résultats que tu veux au niveau de l'intérieur des cuisses. Enfin bref, pour bien cibler cette zone-là, je te conseille les squats avec les jambes légèrement écartées et le soulevé de terre sumo, c'est-à-dire également avec les jambes légèrement écartées. Ça te permettra de cibler non seulement les cuisses, l'arrière des cuisses, les fesses, mais aussi les adducteurs, c'est-à-dire l'intérieur des cuisses. En gros, choisis les exercices de base. N'aie pas peur de mettre des charges assez conséquentes en fonction de ta force, bien sûr, et tu verras qu'à terme, ça te permettra de bien solliciter cette zone-là. Nouvelle question de Isaac qui demande « Bonsoir Nassim, concernant la sèche, tu parles souvent de réduction de temps entre les séries afin d'augmenter l'intensité de l'entraînement et brûler un max de calories. Une augmentation de l'intensité des entraînements n'est-elle pas dangereuse avec le principe de diminuer ses glucides de façon progressive durant sa sèche où l'énergie sera moindre pour les séances ?» C'est une question longue, mais c'est une question très intéressante. Alors, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Effectivement, je préconise de réduire les temps de récupération, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça tout le temps, à toutes les séances, pendant toute votre sèche. Ce n'est pas ce que je fais d'ailleurs, hein. Je le fais pendant une grosse majorité de mes entraînements, mais il y a des entraînements où je privilégie les récup un peu plus longues, les charges un peu plus lourdes, pour faire en sorte de travailler différemment de toute façon. Et pour en revenir à cette question de glucides pendant la sèche, c'est exactement pour ça que j'utilise le cyclage des glucides, pour faire en sorte justement que mon corps ne soit pas trop en manque de glucides et que ça ne se répercute pas sur mes performances. Donc c'est pour ça que j'ai des jours de recharge pour restocker les réserves de glycogène musculaire et faire en sorte que je reste toujours aussi efficace. Donc il ne faut pas trop s'inquiéter par rapport à ça. Si tu restes assez attentif par rapport à la quantité de glucides que tu consommes, il n'y a pas de raison que ce soit mauvais pour toi. Au contraire, je pense que ça te fera progresser plus rapidement. On poursuit avec Rachid qui demande « Est-ce qu'il y a une autre manière de taffer un muscle faible qu'on ne ressent pratiquement pas? Pour ma part, les pecs, développé couché ou autre, je ressens tout au niveau des triceps par exemple. » Alors, ce genre de problème-là, en fait, ce n'est pas le choix d'exercice qui va être déterminant. C'est ta capacité à contracter volontairement les pectoraux. Je sais que j'arrête pas de parler de cette histoire de contraction volontaire. Et même si effectivement, le fait de changer d'exercice, ça peut te donner des sensations différentes et du coup, t'apprendre à contracter volontairement les pecs, la meilleure façon de savoir les solliciter, c'est encore d'apprendre comment les pectoraux fonctionnent. Et pour ça, il faut faire un poil d'anatomie. Ça ne prend pas beaucoup de temps hein, pour savoir comment les pecs fonctionnent. Tu en as pour une demi-heure, grand maximum. Tu regardes sur Internet où est-ce que les pectoraux s'insèrent, quels sont leurs rôles, comment est-ce qu'ils fonctionnent exactement. Et ensuite, tu peux répercuter ces principes-là sur tous tes exercices de musculation. Ça demande un peu de travail en amont, mais si ça ne demandait pas de travail, la musculation, ça ne serait pas marrant. Donc, essaye de comprendre le fonctionnement du grand pectoral et tu vas voir qu'à terme, tu sentiras les pecs sur absolument tous les exercices. On poursuit avec une question de William qui demande « Le matin, j'ai tendance à manger beaucoup de pâte à tartiner et idem pour le goûter. Quel genre de pâte à tartiner me conseillerais-tu pour une prise de sèche, une prise de masse, une phase de sèche? Qu'est-ce que tu veux dire par là? » Alors William, évidemment, la pâte à tartiner, si tu parles de la même pâte à tartiner que j'ai en tête, il va falloir la supprimer à tout jamais. Enfin, pas à tout jamais, mais il va falloir réduire grandement la consommation, surtout pas en consommer tous les jours. Tu peux toujours essayer le beurre de cacahuète, tu peux toujours essayer de faire ta propre pâte à tartiner avec des noisettes et un peu de cacao par exemple, et un tout petit peu d'huile peut-être. Mais sache que ce n'est pas quelque chose de très intéressant nutritionnellement parlant. Donc essaye le beurre de cacahuète, peut-être que ça peut te satisfaire. Personnellement, j'adore ça et nutritionnellement, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Mais sache que si tu veux faire une sèche, je ne sais pas si c'est ce que tu veux dire dans ta question, il va falloir que non seulement tu supprimes ce genre de pâte à tartiner, mais que le beurre de cacahuète, tu réduises aussi la consommation. Je suis désolé, ça fait beaucoup de nouvelles, mais si tu veux progresser, il va falloir passer par là. La prochaine question nous vient de Mathieu qui demande combien de jours de repos conseilles-tu pour un travail en split? Est-ce vraiment nécessaire si on dort assez? Qu'est-ce qui est nécessaire? Les jours de repos, forcément, il y a un jour ou l'autre, tu vas devoir te reposer. Personnellement, je m'entraîne en général entre 6 et 7 jours sur 7, mais il y a quand même des fois où je prends 1 ou 2 jours de repos. Après, tout dépend de ton mode de vie, tout dépend des activités que tu fais pendant la journée. Personnellement, tout tourne autour de la musculation, donc j'ai tendance à accorder mon repos en conséquence. C'est pour ça que je m'entraîne aussi souvent. Et vous l'avez vu, de toute façon, mes séances ne sont pas très longues. Mais il ne faut pas que tu en demandes trop à ton corps, parce qu'un jour ou l'autre, ça se retournera contre
contre toi. Donc, j'aurais tendance à dire que si tu aimes t'entraîner tous les jours, fais-le, mais sache qu'un jour ou l'autre, tu seras obligé de prendre de la récupération. Quand est-ce que tu seras obligé de la prendre? Alors ça, par contre, je ne peux pas te le dire avec certitude. La prochaine question nous vient de Thomas qui demande « Bonjour Nassim, j'espère que tu vas bien et merci pour tous tes conseils et astuces. Quelle est ta principale source de motivation et comment arrives-tu à toujours te surpasser? Merci d'avance. » Alors Thomas, je suis fasciné par la prise de muscle. Je trouve que ça demande une rigueur, une patience et ça demande entre guillemets une certaine intelligence que ça me donne envie de voir jusqu'où je peux aller dans cette optique-là. Et du coup, c'est ça qui me permet de rester toujours motivé parce qu'il y a toujours une méthode à tester, un type d'entraînement à essayer qui me permettent d'avoir la variété dont j'ai besoin pour rester motivé à chaque séance d'entraînement. Ça fait presque 9 ans que je fais de la musculation et honnêtement, je ne suis pas prêt de m'arrêter parce que j'éprouve toujours autant de plaisir à aller à la salle et c'est ça qui me permet de garder la motivation à peu près toute l'année. Même s'il y a des périodes où j'ai un peu moins envie de m'entraîner, je pense que sur un an, je rate très très rarement une séance de musculation. Pour la diète, c'est différent, mais en tout cas, à l'entraînement, je garde toujours 100% de motivation. On poursuit avec une question de Kishan qui demande « Salut Nassim, j'espère que tu vas bien. Est-ce qu'il faut s'entraîner les jours où on est très très malade avec beaucoup de fièvre? Pour des passionnés de musculation, il est dur de s'en passer. » Alors bien sûr que tu dois t'arrêter quand tu es très très malade. Si tu as un petit rhume, va à la salle de musculation, fais des squats, ça te fera du bien. Mais si tu es malade, si tu as beaucoup de fièvre, il y a de grandes chances que ça te fasse plus de mal que de bien. Et dans ce cas-là, ton corps a besoin d'une seule chose, c'est de repos. Et surtout pas d'une activité physique qui soit stressante pour le système nerveux et le système musculaire. Donc si tu es très très malade, si tu as de la fièvre, repose-toi. Je peux te dire que ce n'est pas en 2 ou 3 jours que tu vas perdre du muscle et au contraire, ça te fera le plus grand bien. On poursuit avec une question de Danielo qui demande « Salut Nassim, est-ce que tu penses réellement qu'un physique à la Ross Dickerson par exemple est accessible, masse musculaire et sèche? Merci et bon courage pour ta prépa. » Alors Danielo, pour ceux qui ne connaissent pas Ross Dickerson, je vous mets une petite photo sur l'écran. Il n'est pas énorme, un niveau masse musculaire, ce n'est pas une montagne. Par contre, il est super sec. Je pense que c'est accessible et je pense que c'est accessible naturellement. Par contre, je ne vous cache pas que ça demande un gros travail, mais c'est largement accessible. En combien de temps, je ne sais pas. Mais Danielo, si tu t'y prends sérieusement, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Donc ne te décourage pas. Si Ross Dickerson est ton objectif, sache que si tu t'y prends de la bonne façon et avec un peu de patience, je suis sûr que tu vas y arriver. Je me fais attaquer par une mouche, mais ce n'est pas trop grave.